Les éléphants de Côte d'Ivoire poursuivent le périple de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'équipe suscite de la passion, leur victoire déchaîne des émotions. Comment expliquer les performances des hommes de Faye MS? Cette équipe a-t-elle le mental et les qualités pour remporter la compétition? Qu'est-ce qui explique la renaissance de nos éléphants? Faye est-il l'homme de la situation? Comment entrevoyez-vous la suite de la compétition? Pour répondre à ces différentes interrogations, feuille de match cette semaine reçoit Cissé Sekou, ex-international ivoirien, ex-éléphant. Merci de l'amitié que vous nous faites d'être présent sur notre plateau. C'est gratuit. Très heureux de vous avoir. Plaisir partagé. Et à vos côtés, Michael Kouakou, mon fidèle compagnon, journaliste sportif à Sport Ivoire. Et avec vous, nous allons décrypter et analyser la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Et nous allons nous projeter, bien évidemment, sur la rencontre Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Richard, bonjour Sekou. Bonjour. Est-ce que tu vis bien les incertitudes des éléphants? Oh Si c'est Sekou, très heureux de vous avoir. En quelques mots, c'est quoi l'histoire avec le football? L'histoire, c'est depuis tout petit. Hein. Voilà, nous, c'était le foot. On partait à l'école, mais bon, on n'aimait pas trop l'école. On a beaucoup chicoté tout ça. Dieu merci, on a été courageux. Bon, par la grâce de Dieu, tout se passe bien grâce au football. C'est un parcours exemplaire avec les éléphants de Côte d'Ivoire, l'histoire avec les éléphants d'Ema notamment en 2008 face à cette équipe mozambicaine. Premier but également avec les éléphants. C'est un souvenir assez plaisant. C'est un souvenir qui va forcément rester. Ta première sélection avec le groupe A et ton premier but, donc forcément c'est inoubliable. Voilà. C'est vrai que ce n'était pas évident au départ parce que je revenais d'un tournoi en France, le tournoi de Toulon, représentant le pays, les U23. Puis j'étais en vacances, ils m'ont fait appel. Je ne voulais pas venir parce que le fax n'est pas parti encore au club. Et puis bon, j'ai aussi ce petit côté orgueil pour ne pas venir comme un pompier. J'étais jeune, mais j'avais déjà du caractère, donc j'ai dit que je ne venais pas pour remplacer un joueur. Si je dois venir, le moment il est arrivé pour moi. Et puis je sais qu'un jour je vais arriver. Donc malheureusement, heureusement, je vais dire, le coach, il m'a appelé. Effectivement, la FIFA a appelé mon coach là-bas et tous ont envoyé le fax. C'est comme ça que j'arrive avec Bamba Suleiman, Angoua pour le Bali Kafumba, etc. Pour ne citer que ceux-là. Et bon, je rentre les 20 dernières minutes, je marque le seul but du match. Donc c'est de là-bas que tout est parti, quoi. Est-ce que vous n'avez pas de petits regrets? Parce que quand je fais quelques petites recherches, je vois que c'est 10 sélections avec les A pour une si grande carrière. Est-ce que vous n'avez pas Non, j'ai pas de regrets parce que nous, quand on venait, c'était la génération dorée. Hein. Donc c'est presque la meilleure génération de tous les temps en Côte d'Ivoire. Voilà, à comparer un peu avec celle de 94, si j'ai bonne mémoire, avec le Ben Badi, Bassolo, Michel et Samabo. Donc nous, quand on venait avec la génération dorée, on savait que ça n'allait pas être facile pour nous. Voilà, il y avait de la qualité. Hein. Donc voilà, ils ont joué 3 Coupes du Monde. Il y avait des grands noms comme Didier Drogba, et Kolo Touré, Touré Zokora, Aruna Kone. Donc pour ne citer que ceux-là. Donc je pense que nous, c'était pas évident. Le seul joueur qui a réussi à se faufiler avec un profil particulier, c'est Gervinho. Donc nous, c'était pas évident. Bon, on s'est accroché, on a fait quelques bouts de match. Donc chaque génération, je veux dire, nous, on n'était pas, je veux dire, aussi très très bon par rapport à eux. Bon, on a profité avec eux, les conseils qu'ils nous donnent aussi, on a appliqué pour pouvoir être aussi bon dans nos différents clubs en Europe. Donc, je n'ai pas de regrets. Voilà. Après, si j'étais épargné par les blessures, je pense que j'avais de la place pour moi, quoi. Mais c'est un parcours professionnel assez élogieux quand même, passé par Roda, Feyenoord, Genk, Ajaccio. Quel est le souvenir que vous gardez de ces différents clubs? Et quel est le plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, quand j'étais à Roda, j'avais 20 ans, je crois 20 ans. On devrait jouer contre l'Ajax d'Amsterdam. En ce moment, l'Ajax, c'était avec Athènes Travelsi, Wesley Sneijder, Ryan Babel. Donc, j'avais 20 ans. Et je pense que la veille du match, il y a mon agent qui m'a appelé pour me dire que le coach l'a eu au téléphone. Il veut me faire jouer à gauche parce qu'en ce moment, Athènes Travelsi, le Tunisien, c'était l'un des meilleurs à son poste. Le meilleur latéral, même à l'époque, je veux dire, je devais jouer contre lui. Et mon coach et mon agent m'a dit que voilà, ils veulent te mettre à gauche parce que Traversy est très fort. Mais ils pensent que Traversy va te bouffer, mais je sais de quoi tu es capable. Ce jour-là,
avec, je veux dire, je l'ai tellement bouffé avec un peu d'humilité. Hein. Ouais, l'humilité, c'est le mot à la mode actuellement. Exactement. Donc, je l'ai tellement bouffé qu'ils l'ont sorti à la 60e minute. Après, le lendemain, les journalistes étaient chez mes tuteurs parce que je vivais avec une famille hollandaise. Les journalistes, ils étaient là-bas avec les photographes. Voilà, les caméramans me posaient des questions, d'où je viens, où j'ai commencé. Donc, c'est des moments inoubliables. Ouais, à côté de cette grosse performance-là, il y a également ces trophées que vous remportez dans votre carrière. Oui, champion à Genk, meilleur buteur du tournoi de Toulon, meilleur buteur des éliminatoires des Jeux Olympiques en 2008. Et puis, avec la génération Gervinho et Salomon Kalou notamment. Voilà, et puis bon, les trophées individuels. Voilà quoi. En tout cas, chapeau. Et comment vous vivez la retraite aujourd'hui? Ben, tranquille, hein. Je suis entrepreneur aujourd'hui en immobilier. Je fais aussi du transport. Donc voilà un peu. Je suis plus ou moins dans le foot. J'ai aussi des amis qui sont agents de footballeurs qui me demandent aussi des conseils. J'essaie de les aider comme je peux. Pas encore les centres de formation? Non, pas du tout. Parce que franchement, pour être sincère, j'ai jamais pensé à faire des centres de formation ici. Parce que la plupart ici, c'est pas tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a il y a un manque de professionnels. Mais pas de reconversion prévue dans le milieu du football pour vous. Voilà, est-ce que vous pensez à une reconversion entraîneur, agent de joueur, recruteur? Rien de tout ça? L'entrepreneuriat vous va bien? Exactement. Je veux carrément oublier un peu le football, mais je ne peux pas. Des fois, quand il y a un match de foot à la télé, je regarde tout. Je vais voir les matchs, je vais dire les championnats ici, je vais regarder, que ce soit en jeune ou bien le championnat local même de la première division. Donc, les centres de formation, moi, quand je regarde, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de manque de professionnalisme de certaines personnes ici ils sont là pour, je veux dire, seulement pour l'argent, quoi. Donc, le boulot, c'est après pour eux. Alors que moi, nous, ce qu'on a vécu là-bas, d'abord le boulot et puis après l'argent, quoi. Donc, moi, je préfère aider, mais je ne veux pas investir autant d'argent et puis prendre des gens qui ne sont pas compétents. Donc, voilà pourquoi j'ai jamais... C'est pas tout le monde, hein. Voilà, il y a des gens qui sont professionnels. Il y a des centres de formation qui existent. Donc, voilà un peu. Il a dit que c'est un observateur averti du football africain et international. C'est à juste titre que nous l'avons dans feuille de match pour décrypter et analyser la Coupe d'Afrique des Nations qui cristallise l'actualité après un regard sur son parcours et sa trajectoire. Regardons maintenant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On l'a dit d'entrée de jeu, c'est une compétition qui suscite de l'émotion. Chacune des sorties des éléphants de la Côte d'Ivoire déchaîne les passions. Cette équipe nous fait passer main au nez à rude épreuve. Déjà, vous, comment avez-vous vécu le match face au Mali? Difficilement, hein. Je m'attendais plus ou moins à ce genre de match parce que j'ai pris la peine de regarder les Maliens, les Ivoiriens. Donc, quand tu regardes, tu sais que techniquement, ça va être difficile pour nous. Et donc, je n'étais pas trop surpris après 30 minutes jusqu'à pendant 1 heure. Donc, on était complètement noyés. Voilà, mais comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce que vous y croyez? Pour être sincère, non. Surtout après le carton rouge. Exactement. Déjà à 11, ils avaient le pied sur le ballon. C'est eux qui faisaient le jeu. On a fait que subir. Après ça, il y a le but qui vient. On a carton rouge. Donc, 90% des Ivoiriens, ils ne vont pas croire. Mais au football, il y a beaucoup de détails. Et le courage aussi, ça compte. Je pense que c'est ce que nos éléphants ont démontré. Comme contre le Sénégal aussi, c'était la même chose. Donc, pour être sincère, je ne m'attendais pas à ça. Mais, quelque part aussi, tout est possible dans le football. Vous êtes passé par plusieurs émotions, j'en suis certain. Comment l'avez-vous vécu ce match? Alors bon, je dirais que je l'ai vécu tranquillement parce que je sais que je fais partie de ceux qui, depuis l'entame de cette compétition, avaient cette infime et intime conviction là que la Côte d'Ivoire allait faire une bonne compétition. Voilà. Et à l'instar du match qu'ils ont produit face au Sénégal, je savais qu'il y avait des forces de l'énergie qui pouvait en sortir de cette équipe-là et qui pouvait nous permettre de pouvoir recoller au score et gagner cette bataille-là. Donc moi, sincèrement, j'étais serein. Je suivais le match, même après le carton rouge. J'avais cette ferme conviction-là qu'on allait pouvoir réussir quelque chose. Et le reste, la suite du match m'a donné pleinement raison, dans la mesure où on a vu une équipe qui s'est battue,
qui s'est battue avec ses âmes, qui avait pour elle un mental d'acier, qui avait pour elle un coaching assez exceptionnel. Il a réussi un coup face au Sénégal. Et là, il remet encore, il récidive. C'est quelque chose d'exceptionnel que ce coach est en train de réussir. Je l'ai dit avec ceux avec qui j'ai regardé le match, que même si la Côte d'Ivoire sortait en quart de finale, ce coach-là, MS Faye, méritait d'être titularisé, d'être nommé sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, parce qu'en 2 matchs, il a prouvé véritablement ce que l'autre n'avait pas pu le faire. Est-ce que, selon vous, vous qui êtes ex-footballeur, est-ce que Faye a changé le mental de cette équipe, la nomenclature même de cette équipe? Je dirais oui. Voilà, je dirais oui, en même temps, je dirais non. Et pourtant, on a les mêmes hommes. Exactement, mais je pense que Faye il a apporté un plus, parce qu'il connaît les joueurs et tout. Il a une belle lecture, hein, il faut le dire. Et je pense que je partage l'avis de monsieur Michael. Parce que quand je regarde le match que nos éléphants font contre le Sénégal les 20 dernières minutes, c'est nos changements qui ont apporté plus. Et il a fait la même chose contre le Mali. Donc je pense que déjà tu vois qu'il lit mieux le match. Déjà les remplaçants qui met sur le terrain apportent un plus surtout. Et même ses 11 de départ. Même si le dernier 11 qu'il a fait contre le Mali, on ne s'attendait pas plus ou moins à certains joueurs. Mais bon, après il a su se rattraper aussi dans les derniers instants en faisant rentrer Alé Adingra et puis Ndiakité. Puis bon, ça a été un coaching payant. Et selon vous, c'est le coaching qui a été la clé de cette victoire? Absolument. Contre les Lions de la Teranga, ça a été le coaching, a été le facteur X, a été l'élément déterminant dans cette victoire des éléphants. Et face au Mali également, ça a été le coaching qui a véritablement payé. Parce que c'est vrai qu'il a des tâtonnements, le coach. Là, quand il fait sortir Nicolas Pepe pour pouvoir faire entrer Wilfried Senghor, il y a des grincements dedans. Je vois que, que Pepe n'est pas assez content de sortir. Oui, là, il a tâtonné un tout petit peu, mais après, il s'est ressaisi avec l'entrée de Sébastien Haller, qui a vraiment stabilisé l'attaque, qui a vraiment donné du fil à retordre à cette défense-là et qui a permis de libérer quelques espaces. Et là, voyez-vous les réajustements techniques qu'il fait. En plus des réajustements techniques, il fait aussi des réajustements tactiques. Là, vous voyez Mas Gradel qui revient en défense pour pouvoir renforcer cette défense-là et permettre à cette défense de passer à 5 et sur le couloir droit. Donc, c'est des choses, c'est des apports, c'est une bonne lecture, c'est des choix forts qu'il faut faire. Et lorsqu'il fait entrer ces deux éléments, je parle d'Adingra, 4 minutes seulement après son entrée, il arrive à égaliser. Lorsqu'il fait entrer l'autre également, Diakité, c'est également voilà, un choix qui paye parce que c'est lui qui nous offre cette qualification-là. Donc, c'est dit que MS Faye est en train de faire un gros travail. Son coaching est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on dit qu'il est intérimaire, moi, voilà, je dis que ce sont juste des mots. Ce sont juste des mots. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de surprendre tout le monde. J'ai des gens, des personnes, des experts que je respecte, qui ne vendaient pas cher la peau de la Côte d'Ivoire. Après la débâcle face à la Guinée équatoriale. 4-0. Voilà, souvenir douloureux, mais on le rappelle quand même. Avec qui j'ai changé depuis l'extérieur, qui me disait, mais si Guinée équatoriale est venue nous battre 4-0, si on tombe sur le Sénégal, mais c'est 7-0, on va prendre. Mais j'avais cet espoir. Je me disais que cette équipe pouvait avoir du répondant. Si on arrive à sortir, à faire le deuil de cette humiliation-là, on pouvait véritablement se relancer. Et c'est ce qui accourt depuis ces 2 matchs-là. Est-ce que lorsqu'on est footballeur, le langage de l'entraîneur est un atout lorsqu'on est footballeur? Bien sûr, le langage ça compte. Le coach il montre aux joueurs qu'il compte sur eux avec des mots clés, des mots qui sont importants et tout pour te motiver. Donc je pense que ce que l'entraîneur aussi dit dans les vestiaires, ça compte beaucoup pour un joueur, quoi. Un entraîneur qui ne parle pas, c'est pas que ça te motive pas, mais bon. Après, la motivation aussi, elle est un peu différente. Parce que quand le coach il te parle, tu sais très bien que voilà, il est avec toi aussi. Et voilà, toi, c'est à toi de tout donner sur le terrain. Ça compte plus que ce que le coach dit, mais le coach, ses mots aussi a un impact dans ce que tu vas faire sur le terrain, quoi. Oui, allez-y assez rapidement. Pour dire sur ce que Sissi disait. Alors, le langage de coach, il est à 2 niveaux, en fait. Il y a le langage corporel et il y a le langage comme les paroles qu'il sort. Voilà. Là, il parlait du discours du coach. Mais il y a aussi le langage corporel. Il y a le message
le coach peut envoyer à travers ses manières de faire. On a vu quand on a pris le premier but face à la Guinée équatoriale, pour ne pas vous rappeler cette image-là qui a fait tout le monde. Voilà, le siège cassé qui avait attrapé sa tête. Et là, instinctivement, peut-être c'est pas ce qu'il avait souhaité faire. Absolument, je vous comprends. Voilà, on se comprend. Mais quand on joue contre le Sénégal, qu'on prend le but, mais Faye ne prend pas, il ne fait pas ça. Déjà, il se projette déjà sur ce qu'il va faire. On prend un but à l'entame de la partie, comment on fait? Alors, comment je dois faire en tant que coach pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des éléments qui me permettront de pouvoir véritablement gagner cette partie-là. C'est en cela aussi qu'on parle du discours du coach. En plus de ce qu'il dit, il y a aussi le langage corporel. Tout ça, ça compte également pour les joueurs. Comment entrevoyez-vous la suite de la compétition? Quel a été le maillon faible de cette équipe ivoirienne? Avant de donner vos différentes réponses, on va aller pour une séquence publicitaire. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de 2F TV pour décrypter cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali, mais nous projeter sur la rencontre Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo. Avant d'en parler, messieurs, quels ont été les points de satisfaction dans cette équipe ivoirienne? Et puis, ce qui n'a pas marché selon vous? Moi, je pense qu'il a marché d'abord, il commence par ça, c'est l'attaque. Voilà, les attaquants qui sont rentrés sur le match Sénégal-Mali ont apporté beaucoup. Je pense qu'on n'a pas, à chaque fois qu'on commence un match, c'est quand même un peu difficile défensivement. Voilà. Effectivement. On a tendance à chaque fois encaisser et tout. Donc, le stress, ça va durer jusqu'à quand on ne sait pas. Dieu merci, on a su égaliser à la dernière minute contre le Mali par 2 fois. Mais je pense qu'on doit quand même voir au niveau de notre défense. Pour moi, l'attaque, ça va parce qu'on est capable de... Au niveau de cette défense, marquons un arrêt. Si des changements devaient être effectués, vous pensez notamment à qui? Moi, je pense que d'abord, le petit Ousmane qui a commencé voilà, face à la Guinée-Bissau, pour moi, il ne devrait pas être dans la tribune. Voilà, ce qui est arrivé contre le Nigeria, ça peut arriver, mais bon, il n'a pas été aussi mauvais contre le Nigeria. Pour moi, Ousmane devait être sur le banc. Et puis maintenant, bon, Boli aussi, il a fait une bonne entrée face aux Maliens. Donc, pourquoi ne pas commencer avec Boli et puis Ndika dans l'axe central, quoi. Voilà. Michael Kouakou. Oui, je souscris pleinement, à ce qu'il a dit. Alors, Boli devait être aligné avec Ndika, mais sur le flanc droit, c'est là que se trouve le véritable chantier. Là, je pense que Wilfried Senghor devait véritablement prendre cette place-là. Ah oui, Serge Aurier, par moment, a été critiqué. Oui, il n'a pas donné pleine satisfaction. Je ne sais pas s'il n'a pas pu donner tout le potentiel de ce qu'on attendait de lui, mais je pense que Senghor a donné plus de garantie et de sérénité lorsqu'il est rentré. Donc je pense qu'on devait le titulariser sur le flanc droit. Alors dans le milieu, je pense que face à la RDC, je pense qu'on devait encore étoffer ce milieu-là. Est-ce qu'on doit repartir avec les mêmes hommes, Ibrahim, Kessié et Sikou? C'est la grosse interrogation. Oui, je pense que là, Serge Jean-Michel doit continuer sur cette lancée-là parce qu'il a déjà donné satisfaction pour les c'est vrai qu'il était un peu en dedans face au Mali. Il a été en dedans face au Mali parce que le bastion, je dirais le secteur médian. Éric Chel, le sélectionneur malien, nous a véritablement bouffé dans le secteur médian parce que lui, il est venu avec un système assez réajusté. Il est venu avec 5 milieux. Et les Maliens, ce sont des gens qui sont très techniques, des joueurs très techniques. Et vu que nous évoluons à 3, véritablement, ça a posé problème, ça a pesé sur nous. Et je pense que face au Congo, si on arrive à densifier ce milieu avec peut-être de nouveaux hommes, avec des personnes qui sont assez dévouées, déterminées, je pense qu'on pourra faire une bonne prestation, on pourra véritablement dominer ce milieu-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier,
les Léopards ont de gros atouts. Quand je vois quelqu'un comme Yohan Wissa, quand je vois quelqu'un comme Mayele, quand je vois comme Maswaku, c'est des gens qui vont véritablement bouger cette équipe ivoirienne. Donc il faut que nous gagnions la bataille du milieu. Ce match-là, la victoire finale, elle viendra sûrement de la bataille du milieu. Celui qui gagnera cette bataille-là pourra véritablement avoir de bonnes chances de pouvoir véritablement emporter cette partie. Le milieu de terrain ivoirien suscite beaucoup de controverses. Kessié, Seko, Ibrahim ou encore Siri Jean-Michel. Vous partirez avec quel homme face à la République démocratique du Congo? Je vais encore aligner Siri Jean-Michel, 6. Et pourquoi pas Kessié et puis Seko, comme il a fait face au Mali. Mais en même temps, je pense que j'ai aussi constaté qu'ils ne sont pas très très complémentaires. Donc ils ne se connaissent pas véritablement dans le milieu de terrain. Pourtant, les Maliens, ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble. Et le milieu de terrain, ça reste très important au football. Et pour moi, nos milieux ne sont pas très complémentaires. Mais bon, ils ont aussi de la qualité. Ça se voit quand ils ont le ballon aussi. Mais ce n'est pas assez suffisant. On a l'impression que c'est sur le mental qu'ils arrivent à prendre le dessus sur l'adversaire. Mais dans le jeu, ce n'est pas encore trop ça pour moi. Ils ne se retrouvent pas pratiquement. Mais bon, je pense que au fur et à mesure que le match passe, ils vont continuer de se battre. Mais après ça, je pense que il faut garder les trois milieux de terrain qui ont joué face au Mali. Projetons-nous sur l'attaque ivoirienne qui est assez, selon moi, assez silencieuse. C'est vrai que Christian Kwame ne sera pas là face à la République démocratique du Congo. Mais n'empêche que Jean-Philippe Crasso n'a pas donné assez de satisfaction. Est-ce qu'on doit repartir avec Allais comme titulaire? C'est la grosse interrogation de cette rencontre face à la République démocratique du Congo. Là, je dirais oui d'entrée de jeu parce que déjà pour le match, pour les 45 minutes et plus qu'il a disputé face au Mali, je pense qu'il a donné pleine satisfaction. Voilà, il a vraiment aspiré la défense, il a vraiment pesé sur cette défense malienne-là. Et c'est son entrée même qui a véritablement aidé à apporter une embellie au jeu de la Côte d'Ivoire. Donc c'est mieux. Il serait judicieux qu'on parte avec Sébastien Haller pour le match contre la RDC. À ses côtés, je souhaiterais qu'on évolue peut-être avec Adingra. Voilà. Avec ce but qu'il a marqué. C'est vrai qu'il a marqué, mais est-ce qu'il a retrouvé la plénitude de sa forme? Je crois qu'il est bien. Il est en pleine forme. Et avec cette confiance qu'il a magasinée avec ce but qu'il a marqué, je pense qu'il pourrait véritablement sortir une bonne performance face à la RDC. Voilà. Et de l'autre côté, on peut associer soit Masgradel ou Nicolas Pepe. Vous partirez avec le même trio. Masgradel qui, pour moi, par moments est critiqué aussi pour sa lourdeur, sa lenteur. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les tâches défensives, mais est-ce que vous partirez avec Masgradel, Allais et Adingra? Moi, je pense que je vais essayer de mettre Bouga. Voilà, qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Exactement. Après, peut-être c'est par rapport au match qu'il a fait. Il y a eu quand même des mauvaises performances. Mais je partirai avec Bouga, Adingra et puis bon. Allez, parce que Kwame n'est pas là, Crasso aussi n'a pas donné trop de satisfaction. Donc je pense que je partirai sur ces trois-là. Michael Kouakou, quelque chose à ajouter sur Allais? Non, par moment, on dit qu'il n'est pas pourvu en ballon. Qu'est-ce qui doit être fait si le garçon devait être titularisé? C'est quoi bien placé pour parler d'Allais parce que lui, Allais, je dirais que c'est un véritable neuf. Si je ne me trompe pas, c'est un véritable neuf. Et souvent, il fait le travail, il peut être un point de fixation. C'est pas forcément tous les jeux qu'il marquera, mais il peut absorber des défenseurs et permettre, lorsqu'on jouera peut-être, on joue contre la Guinée, je dirais, comment on appelle, la RDC. Alors on sera face à un défenseur rugueux et très solide comme Chancel Mbemba. Donc cet Allais-là pourra véritablement aspirer la défense. Il pourra peut-être prendre à lui seul 2 à 3 défenseurs. Et empêcher Mbemba de monter. Voilà. Et il pourra permettre aux autres de pouvoir avoir les ballons et véritablement marquer aussi. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette production. J'aime bien les jeux de pronostics. Comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre? Score final? 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Michael Kouakou? Je dirais que la Côte d'Ivoire a trouvé son charme. La Côte d'Ivoire a trouvé sa force. La force de la Côte d'Ivoire réside dans ses incertitudes. Une équipe qu'on disait
ne pas avoir de certitude dans le jeu, qui a réussi à battre de gros calibres. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur une pente assez extraordinaire. Et je pense que 1-0, ça sera le score de cette empoignade. Et puis l'autre demi-finale, assez rapidement, messieurs, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nigeria, équipe assez surprenante, qui monte en puissance sans grand bruit, mais on sent une équipe assez solide et solidaire. Est-ce que cette équipe-là ne fait pas peur? Lorsqu'on la voit évoluer, c'est vrai qu'Osimhen ne marque pas beaucoup, mais il est très présent. Un mot sur cette équipe nigériane? Le Nigeria, c'est la meilleure équipe du tournoi. Voilà, c'est une équipe très disciplinée qui n'encaisse pas déjà. Il faut le souligner. C'est une équipe qui avance progressivement. Et puis bon, techniquement aussi, il n'y a rien à dire sur cette équipe. Elle a des armes offensives. Osimhen, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup, mais il travaille beaucoup au fond de l'attaque. Il essuie tous les ballons. Donc, ce n'est pas facile de jouer avec contre un attaquant comme ça, qui bouge à chaque fois, qui fait des appels en profondeur et tout. Ce n'est pas du tout évident. Mais dans l'ensemble, je peux dire que c'est une équipe cohérente. Il n'y a rien à dire sur cette équipe. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Un mot sur Nigeria, Afrique du Sud. Oh, le Nigeria, c'est une grosse machine qui a une très bonne défense et avec des lignes très équilibrées. On a l'attaque qui est truffée de talents. Lorsque Osimhen ne marque pas, c'est Lookman qui signe des doublés et qui porte son capital but à 3 ou 4. Donc je dirais que le Nigeria part avec la faveur des pronostics, mais il faut faire très attention à l'Afrique du Sud, au Bafana, avec ce gardien-là qui a fait des misères, qui a causé des misères au Cap-Vert. Voilà. Je pense il a arrêté pratiquement 4 pénaltys. C'est pas pratiquement, il a arrêté 4 pénaltys. Il a arrêté 4 pénaltys, je dirais 4 tirs au but, pour être plus précis. Ouais. Voilà. Et c'est un record historique dans toutes les compétitions du monde. Aucun portier n'a réussi à réaliser cet exploit-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que cette bataille-là sera assez folle. Ça va se jouer sur les détails parce que derrière ces équipes-là, il ne faut pas oublier de grands coachs. Hugo Bross pour l'Afrique du Sud, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a déjà remporté la compétition avec le Cameroun. Un fin tacticien qui saura vraiment donner des fils à retordre au Nigeria. Mais je pense que le Nigeria a un tantinet d'espoir, un tantinet de chance de pouvoir passer ce cap sud-africain. Messieurs, merci de votre présence sur le plateau de 2FTV. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé à la réalisation de cette production. On sera très heureux, pourquoi pas, de vous recevoir à nouveau pour décrypter, pourquoi pas, cette rencontre Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. On espère qu'il y aura beaucoup d'émotions, mais qu'à la fin, la Côte d'Ivoire va gagner, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. D'ici là, restez surtout 2FTV. FTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire.